Voilà, bonjour tout le monde. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Pendant cette heure, on va terminer la description des forces fondamentales, de deux forces fondamentales pour être précis, qui sont la gravitation et la force électromagnétique. Et puis, on va donner quelques modèles pour des forces que vous connaissez tous, les forces de frottement, la force de rappel d'un ressort ou bien la force de frottement visqueux et finalement la force de rappel d'un ressort. Et cet après-midi, on entamera le chapitre sur la balistique par des exemples. La balistique elle-même est un exemple et donc on fera ça en prévision de la séance d'exercice qui comporte un exercice ou deux, si je me trompe, de balistique. Donc on avait vu que la force de gravitation, elle prend une forme qui est un petit peu spéciale si on la considère dans sa généralité, puisqu'elle dépend des deux masses qui sont en interaction, qu'on avait appelées MA et MB. Elle dépend de l'inverse de la distance au carré entre ces deux masses, et la force, elle est dirigée le long de la droite qui relie les deux centres de masse. Et elle est aussi proportionnelle à une constante universelle qu'on appelle la constante de gravitation universelle, que l'on dénote par G majuscule. Et ce que j'avais fait, c'était que j'avais relié ça à la force de gravitation que vous connaissez, qui va comme F est égal à M fois G. Donc j'avais repris la forme de la force de gravitation, j'avais remplacé les valeurs de la masse de la Terre, du rayon de la Terre et de la constante de gravitation par leurs valeurs, et j'avais trouvé qu'à la surface de la Terre, on trouve que la force de gravitation, elle dépend de la masse de l'objet qui subit la gravitation, multipliée par une grandeur qu'on appelle petit g, et qui est 9,81 mètres par seconde au carré. Alors bien évidemment, ce g, on pourrait l'évaluer à n'importe quel point. On pourrait se mettre au niveau de la surface de la Terre, on pourrait se mettre à 100 km, à 1000 km, etc. Et on trouverait toujours des valeurs de G, ce qui me fait dire que G, c'est en fait une fonction de la position à laquelle on se trouve. Et puis vous voyez que si maintenant je fais l'hypothèse que j'ai un objet pesant, la Terre par exemple, j'imagine qu'il est ici, et je vais prendre une petite masse de test que je vais mettre à différents endroits et calculer la force qui agit sur elle. Eh bien, vous voyez que pour chacun de ces endroits, je vais pouvoir calculer ce G. Et donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'à chaque point de l'espace, je vais pouvoir associer un vecteur que je vais appeler G, qui va dépendre de la position, qui sera toujours dirigé vers le centre et qui va me donner l'intensité de la force d'attraction, de la force de pesanteur, la force de gravitation. Alors, si je me mets à différents endroits, vous voyez que ce G, il dépend de l'inverse du carré de la distance. Donc, si on est relativement près de la Terre, on aura des forces qui seront toujours, donc une grandeur G qui sera toujours dirigée vers le centre, mais plus je vais m'éloigner, plus cette valeur deviendra faible, et lorsqu'on sera très loin, eh bien, la valeur va diminuer progressivement en 1 sur R carré. Et donc vous voyez que maintenant, si je prends une masse test, que je la mets à n'importe quel endroit, eh bien j'ai uniquement à calculer le facteur G à cet endroit pour pouvoir trouver la force qui agit sur ma masse test. Et donc la fonction G en fonction de la position, c'est ce qu'on appelle le champ de gravitation terrestre. Donc chaque masse crée son propre champ de gravitation. Là, on a regardé le champ de gravitation de la Terre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai une petite masse ici, elle crée aussi elle-même son propre champ de gravitation. Et si j'avais une troisième masse de test, eh bien, il faudrait que je considère les forces d'attraction exercées par les deux premières masses sur la troisième, et ainsi de suite.
Donc ça, c'est quelque chose qui est une force fondamentale. Je vous suggère de vous rappeler à peu près la forme de cette force, donc quelque chose qui dépend de deux grandeurs, d'une constante universelle et qui va comme 1 sur r carré. Ça me permet d'introduire maintenant la force qui agit entre deux particules qui sont chargées, la charge étant une des grandeurs qui permet de décrire les particules. Et ce qu'on constate, c'est que si je prends des particules chargées, il y a une force d'interaction qui va s'exercer entre les deux, et cette force, on peut lui donner une forme qui est extrêmement similaire à celle de la gravitation terrestre. Pourquoi? Donc ce que je fais ici, c'est que je prends deux particules auxquelles je donne une charge Q1 et Q2, et la différence qu'on a avec la force de gravitation, c'est que la charge, elle peut être soit positive pour les ions, soit négative pour les électrons. Et donc, ça veut dire que la direction de la force va pouvoir changer. Mais vous voyez que si je regarde cette force, eh bien, j'ai une grandeur. Cette grandeur, on l'appelle 1 sur 4 pi epsilon 0, où epsilon 0, c'est aussi une constante universelle. C'est ce qu'on appelle la constante diélectrique du vide. Il n'y a pas besoin de se rappeler sa valeur. Mais ça dépend de chacune des deux charges, Q1 et Q2, comme avant dans la force gravitationnelle on avait M1 fois M2 ou masse de la Terre fois la masse de notre objet, et on a la même dépendance en 1 sur r carré et aussi cette direction de la force qui est le long de la droite qui relie les deux charges. Donc vous voyez que mis à part le fait que la charge peut prendre des valeurs positives ou négatives, et que donc les forces peuvent être soit attractives, soit répulsives, eh bien, on a exactement la même forme de force. Et je peux donc faire le même exercice que celui qu'on a fait avant. Je me dis, je vais prendre toutes les valeurs qui dépendent uniquement de Q1, et puis je vais regarder comment la force agissant sur Q2 dépend de la charge Q2. Et vous voyez que je peux écrire, de la même manière que j'ai écrit F est égal à mg avant, je peux écrire que la force qui agit sur la seconde particule, que j'appelle une particule de test, eh bien, elle va comme la charge de la seconde particule fois une grandeur que j'ai appelée E au lieu d'appeler G. Et cette grandeur, c'est ce que j'appelle le champ électrique. Et vous voyez ici que j'ai écrit le champ électrique qui est créé par une particule de charge Q1. Et là aussi, comme avant, on peut à chaque endroit regarder, on peut placer une particule test et regarder la force qui s'exerce sur elle par une particule de charge Q1 qui serait positionnée à l'origine, en R est égal à 0. Et cette force ira comme Q2 fois E. Donc vous voyez qu'on a une analogie extrêmement forte entre la force de gravitation et la force de Coulomb. Et de manière tout à fait similaire, ce qui crée le champ électrique, au lieu que ce soit la masse, ici, eh bien, c'est la charge de la particule. Alors la force de Coulomb, elle est un petit peu plus compliquée. Je vous ai parlé de champ électrique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des particules qui sont en mouvement, donc des particules chargées qui seraient en mouvement, elles créent un autre type de champ qu'on appelle le champ magnétique. Et ce champ magnétique, il est à l'origine aussi d'une force. C'est une expression un petit peu différente de la force de Coulomb. C'est la même force, mais elle est exprimée un petit peu différemment. Et je vous la donne sans aucune démonstration. Ce qu'on observe, c'est qu'une force qui est due à un champ magnétique qui serait lui-même créé par le mouvement de particules chargées, elle va comme la charge de la particule, donc c'est une force qui s'exerce sur des particules chargées aussi, elle va comme la vitesse de la particule que nous considérons et comme le champ magnétique que nous considérons. Vous voyez que elle fait intervenir la vitesse et le champ magnétique sous forme de produits vectoriels, ce qui fait qu'on en tire tout de suite que la force, elle est la force magnétique
Alors je vais l'écrire là. La force magnétique, elle est perpendiculaire à la vitesse de notre particule chargée. Et puis la force magnétique, elle est aussi perpendiculaire au champ qui est magnétique. Ce qu'on voit aussi, c'est que, alors c'est peut-être un petit peu plus difficile, il faut faire un tout petit peu de calcul vectoriel, mais ce qu'on voit, c'est que comme la force est perpendiculaire à la direction de la vitesse et que la force est perpendiculaire au champ magnétique, la composante de la force le long du champ magnétique est égale à 0. Donc c'est ce que je note ici en disant la force magnétique parallèle, et ce signal parallèle ici signifie vraiment parallèle au champ magnétique, elle est égale à 0. Et donc ça veut dire que si on a une particule qui se balade dans un champ magnétique, le mouvement parallèlement aux lignes de champ ne sera pas du tout affecté, ce sera un mouvement rectiligne à vitesse constante. Ce ne sera pas un mouvement rectiligne, ce sera un mouvement à vitesse constante, et on considérera uniquement, voilà, merci, on considérera uniquement la composante qui est perpendiculaire au champ magnétique. Vous voyez que si maintenant je considère les composantes de force qui sont dues à la présence des charges, donc c'est la force de Coulomb, et au mouvement des charges, eh bien je somme ces deux forces et j'obtiens la force électromagnétique qu'on appelle aussi la force de Lorentz. J'aimerais illustrer cette force de manière très simple ici, et c'est quelque chose que vous allez voir sur les télévisions. Ce qu'on a ici, c'est qu'on a à cet endroit un petit filament qui permet de chauffer une pièce métallique, et lorsque cette pièce est chauffée, elle va pouvoir émettre des électrons. C'est exactement comme dans une télévision, enfin dans une vieille télévision, je précise, que vous n'avez peut-être pas connue. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a des électrons qui sont émis dans cette direction et qui sont accélérés par deux plaques qu'on a aux extrémités de ce système. Donc les électrons vont se balader comme ça. Et vous voyez aussi, si vous regardez bien, je ne sais pas si c'est très très visible, on a des structures rondes, c'est en fait des bobines électriques qui permettent de créer un champ magnétique dans la direction et comme ceci ou comme cela. D'accord ? Donc j'ai une population d'électrons qui se baladent dans cette direction et je vais faire agir dessus une force qui est créée par un champ magnétique qui lui est perpendiculaire. Alors ce que vous voyez, cette ligne verte, c'est simplement qu'on a mis un écran phosphorescent un petit peu de travers, et lorsque les électrons arrivent sur l'écran, eh bien, ils émettent une lumière verte qui permet en fait de voir l'endroit où les électrons arrivent sur l'écran. Les électrons eux-mêmes, on ne les voit pas. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplement donner une composante au champ magnétique, donc je vais créer la force de Lorentz, et vous voyez que cette force de Lorentz, elle est de nature à faire dévier les électrons. Vous voyez que je peux les faire dévier dans un sens, je peux aussi les faire dévier dans l'autre sens. Alors, j'ai simplement qu'à changer la direction du courant que je fais circuler dans les bobines, et vous voyez que j'arrive à défléchir les électrons dans une direction ou dans l'autre. Alors, comment est-ce que je regarde comment est-ce que je peux vérifier qu'on avait bien une force qui était de la forme V cross B? Eh bien, la vitesse, elle était dans cette direction. Le champ magnétique était dans cette direction ou dans cette direction. J'ai bien V cross B qui est perpendiculaire. Et donc on a, en l'absence de champ magnétique, une trace qui est horizontale. Et dès que je rajoute un champ électrique, eh bien, la trace, elle est incurvée dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Ça, c'est la force de Lorentz, la force fondamentale qui agit sur les électrons. Encore un dernier petit mot pour dire que l'interaction électromagnétique
c'est celle qui est la mieux décrite et que aussi il y a toute une branche de la physique qui lui est dédiée, c'est l'électrodynamique que vous ne verrez malheureusement probablement pas. Pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, on peut établir des équations qui relient le champ électrique, le champ magnétique, la densité de charge et la densité de courant. Et ces équations, elles ont été établies au XIXe siècle, si je ne me trompe pas, par un brillant scientifique anglais qui s'appelait Maxwell. Et donc, on parle souvent d'équations de Maxwell. Voilà. Alors, je vous ai parlé de deux forces fondamentales, il y en a encore deux autres que je ne vais pas du tout aborder dans ce cours. Vous pouvez regarder à la fin des notes, c'est ce qu'on appelle l'interaction forte et l'interaction faible, dont on se rend moins compte à l'échelle du laboratoire, mais qui sont tout aussi importantes évidemment. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est simplement dire, voilà, toutes les forces physiques que nous connaissons sont une manifestation de l'une des quatre forces fondamentales, et essentiellement une des deux forces que je viens de vous décrire. Et des forces physiques, vous en connaissez certainement, vous connaissez les forces de déformation, donc les forces qu'il faut pour déformer un objet qui est solide. Vous avez certainement entendu parler de force d'Archimède, c'est celle qu'un corps qui est plongé dans un liquide, il subit vers le haut. On va voir tout de suite des forces de frottement. On verra plus tard dans le cours ce qu'on appelle des forces de contrainte. C'est par exemple la force qui oblige ce plumier à rester sur la table. C'est rien d'autre que la force de soutien qui est exercée par la table. C'est une force physique. Et donc toutes ces forces-là, lorsqu'on les analyse, on arrive à leur trouver une origine qui est soit gravitationnelle, soit électromagnétique. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, sauf pour vous dire que dans le cours, on verra encore beaucoup plus tard ce qu'on appelle des forces d'inertie. Et ces forces d'inertie, elles n'ont pas de source physique. Ce sont des forces qui sont fictives, qui nous permettent d'écrire la seconde loi de Newton dans des référentiels qui sont accélérés sous la même forme que dans un référentiel d'inertie. Donc tout ça, c'est des forces physiques. Et les forces d'inertie, ce n'est pas des forces physiques, elles n'existent pas. C'est juste une invention de l'esprit pour pouvoir nous simplifier la vie. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, maintenant qu'on a intégré le fait que toutes les forces sont la manifestation d'une des deux ou quatre forces fondamentales, on va devoir faire des modèles pour pouvoir décrire des forces qu'on connaît, comme par exemple les forces de frottement. La force de frottement, elle a une origine électromagnétique. Et évidemment, si j'essayais de décrire la force de frottement à l'aide de la force électromagnétique, ce serait extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'on fait un modèle basé sur l'observation qui va nous permettre d'écrire cette force de manière extrêmement simple. Alors on va faire l'expérience ici, mais on imagine un objet qui est dessiné en jaune, qui est sur une surface qui est plane. Et puis, on va essayer de tirer cet objet avec une certaine force, que j'appelle T. Et on a une force qui va s'opposer au mouvement de cet objet, qu'on va appeler force de frottement exercée entre le sol et notre objet. Et maintenant, on fait des constatations expérimentales. Donc, vous avez déjà tous vu que si vous voulez tirer une caisse en bois ou en carton lorsque vous déménagez, c'est un petit peu compliqué. C'est vraiment l'effet de la force de frottement, mais on peut encore faire d'autres constatations. Et alors c'est peut-être trivial de dire ça, mais effectivement, plus la caisse elle est lourde, plus il est difficile de la mettre en mouvement. Ça veut dire que la force de frottement que nous allons modéliser, elle doit dépendre du poids du matériel, de la caisse, et donc de la force de soutien, donc de la force N que j'ai dessinée en vert.
Ce qu'on voit aussi, et que je vais vous montrer tout de suite, c'est que lorsque vous essayez de déplacer une grosse caisse, vous devez faire un effort, puis tout à coup la caisse se met à bouger et ça devient facile. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effort minimum à faire pour que la caisse se déplace. Donc en dessous d'un certain seuil, elle ne bouge pas. Et finalement, on constate aussi, vous l'avez tous fait, que la nature des deux objets ou la nature qui sont en contact, eh bien, elle influe fortement sur la force que vous devez exercer. Et donc c'est plus facile de déplacer une caisse sur de la glace que sur du béton ou du goudron. Donc ça nous dit qu'on va devoir introduire des coefficients qui vont dépendre des matériaux qui sont en contact l'un avec l'autre. Ce que je viens de vous dire aussi, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'une fois que la caisse est en mouvement, eh bien, on a moins de peine à la déplacer. Et je vais le montrer tout de suite. Ce qui est peut-être moins évident aussi, et qui est aussi moins évident à expliquer phénoménologiquement, c'est le fait que, en fait, la surface de contact que je représente ici avec ce trait rouge, elle ne joue pas de rôle dans l'expression de la force de frottement. Et donc, si je mets cette caisse à l'horizontale ou si je la mets à la verticale, on constate expérimentalement que la force de frottement est la même. Donc je vais maintenant vous illustrer ceci à l'aide d'une petite expérience. Alors, je vais me diriger ici et ce que j'ai ici, c'est un plateau qui est relié à ce cadran par un ressort et vous voyez qu'en déplaçant le plateau, je peux mesurer la force que j'exerce dessus. J'ai aussi un petit chariot qui est en bois sur lequel je vais tirer, sur lequel je peux mettre un poids. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur ce chariot et vous allez lire sur le cadran la force qui s'exerce. Vous voyez que on voit effectivement que jusqu'à un certain stade, je peux appliquer une force et ce que j'observe, c'est que la force de frottement, elle est exactement égale à la force que j'applique sur le chariot. Pourquoi ? Parce que le chariot ne se déplace pas. S'il se déplaçait, ça voudrait dire qu'on aurait une différence entre les forces. Et donc je tire, vous voyez qu'on va jusqu'à une certaine limite, et au moment où je me mets à avancer, vous voyez que la force, elle baisse. Donc on était à peu près à 2,5. Ouais. Pardon. Voilà, on était à 2,5 sur ces unités, je le refais. Et vous voyez que dès que le système se met en mouvement, la force descend à 2. Je vous illustre encore le fait que si je mets non pas 5 mais 10 kg, vous voyez que on monte jusqu'à peu près 4. Puis après, voilà, ça baisse de nouveau. Donc on a le même comportement, simplement, on avait une force de frottement qui était plus importante, qui était proportionnelle au poids. Et donc on peut maintenant établir un modèle sur la base de ce que nous venons de constater expérimentalement. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter ici la force de frottement en fonction de la force de traction qu'on exerce sur le système. Et ce qu'on a vu, c'est que pour une traction qui est plus petite qu'une certaine valeur, qui est plus petite que cette valeur-là, eh bien la force de frottement, elle est exactement égale à la force de traction. Et donc, la courbe qui relie les deux, c'est simplement une droite de pente 1. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que pour une traction qui est plus grande, eh bien, la force, elle diminue et elle va atteindre une valeur constante. Alors, ce que j'aurais dû faire, ça aurait été d'augmenter la force alors que le système il était en mouvement,
C'est un petit peu plus difficile à faire, c'est un petit peu plus difficile à voir, mais on a une petite expérience, le résultat d'une petite expérience que je vais vous montrer après. Et donc, je vais appeler la valeur limite de la force de frottement. Elle est proportionnelle au poids et elle est proportionnelle aussi à un facteur que je vais appeler le coefficient de frottement statique entre l'objet jaune et le sol. Ce qu'on voit, c'est que si on augmente la force de traction, la force de frottement elle est inférieure à ce que nous avions à cet endroit-là. Et ce qu'on aurait constaté expérimentalement aussi, c'était que même si la force de traction est grande, la force de frottement reste la même. Elle ne dépend pas de la vitesse non plus. Et donc la valeur que prend la force de frottement lorsque le système est en déplacement, eh bien, il est aussi proportionnel à la force de soutien N, et on va lui donner un coefficient qu'on va appeler le coefficient de frottement cinétique. Et donc le modèle de force que nous avons fait, c'est de dire, voilà, la force de frottement, elle est égale à la force de traction pour une force de traction qui est inférieure à cette limite, qui est inférieure au coefficient de frottement statique fois le soutien, et elle est égale à une grandeur qu'on appelle coefficient de frottement cinétique fois la force de soutien, si on a une force de traction qui est plus grande que la valeur limite. Et vous voyez que ce modèle, on peut le valider expérimentalement. Je vous montre ici le résultat d'une petite expérience dans laquelle on a une force de traction qui est proportionnelle au temps. Alors comment est-ce qu'on fait une force de traction qui serait proportionnelle au temps? On aurait par exemple une corde ici, une poulie, et puis un seau qui se remplirait d'eau par exemple. Et donc on aurait une force de traction qui serait proportionnelle au temps. Et ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la force, on mesure en fait la différence de force entre le dynanomètre qui se trouve à cet endroit et donc qui nous permet de mesurer la force de frottement. Et le résultat qu'on trouve, c'est qu'en fonction donc du temps, donc en fonction aussi, c'est exactement la même chose que de dire que sur l'échelle horizontale, on aurait non pas la force, on n'aurait pas le temps, mais la force de traction, puisque les deux sont proportionnels l'un à l'autre. Et ce qu'on mesure, c'est la force qui est indiquée par ce dynamomètre. Et vous voyez qu'on a quelque chose qui correspond plus ou moins au modèle que nous avons fait. Machin, il est raide. Vous voyez que nous, le modèle qu'on a fait, c'est de dire on a quelque chose qui est comme ceci. Mais finalement, c'est pas mal du tout ce qu'on a fait. Donc, je vous donne encore ici quelques coefficients de frottement, soit statiques, soit cinétiques. Ce qu'on voit, c'est que le coefficient de frottement cinétique, donc celui qu'on a entre deux objets qui sont en mouvement, il est toujours inférieur au coefficient de frottement statique. Et un exemple qui est par exemple assez intéressant, c'est celui de pneus. Vous voyez que pour un pneu qui est sur une route sèche, si le pneu ne dérape pas, donc si la vitesse du point de contact entre le pneu et la route est toujours égale à 0, la force qui s'applique entre les deux, c'est la force de frottement statique, et on a un coefficient de frottement qui est égal à 1. Mais dès que en admettant que vous devez freiner violemment, que la voiture que vous bloquez les roues, à ce moment-là, la vitesse du point de contact de la roue avec la route sera différente de 0, et c'est non plus le coefficient de frottement statique qui va s'appliquer, mais le coefficient de frottement dynamique. Ce coefficient de frottement cinétique, c'est la même chose, il est plus petit que 1, et donc la distance d'arrêt d'une voiture pour laquelle les freins sont bloqués, elle est plus longue que la distance d'arrêt d'une voiture pour laquelle vous ne bloquez pas les roues. Voilà. Ça, c'était les frottements
statique et cinétique. On peut aussi faire un modèle pour la force de frottement qui agit entre un objet et un fluide. C'est ce qu'on appelle la force de frottement visqueux. Et avec ici une constatation expérimentale, c'est que cette force dépend de la vitesse. Et là aussi, toujours expérimentalement, ce qu'on voit, c'est que si on a un fluide qui s'écoule autour d'un objet, vous voyez que ici le fluide, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'huile, ça peut être n'importe quoi, eh bien, on voit qu'il y a une force de frottement qui s'exerce sur l'objet, qui est évidemment opposée à la vitesse de l'objet et qui est aussi pour des faibles vitesses et pour des conditions d'écoulement qu'on appelle des conditions laminaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette force, pour des faibles vitesses, elle est proportionnelle à la vitesse et évidemment opposée à la vitesse avec un facteur que j'ai appelé ici B. Et on peut regarder quelle doit être la dimension de ce coefficient de proportionnalité. C'est une force divisée par une vitesse. Et donc, si je remplace les unités, on trouve que ce coefficient, il a une unité de kilo par seconde. Alors, ce coefficient, il dépend d'une grandeur qu'on appelle la viscosité du fluide. Pourquoi ? Parce que lorsque vous lâchez une bille dans de l'eau ou dans du yogourt, vous voyez qu'elle va tomber plus rapidement dans l'eau que dans le yogourt. Et ce qui fait la différence entre ces deux fluides, c'est entre autres ce qu'on appelle le facteur de viscosité. La force de frottement, elle dépend aussi de la forme de l'objet qu'on veut faire tomber. Si vous voulez faire tomber une bille, elle risque de tomber plus vite dans l'eau que si vous voulez faire tomber une plaque horizontale. Et donc, dans ce facteur B, on va devoir faire intervenir d'une part cette grandeur qu'on appelle la viscosité du fluide et d'autre part un facteur géométrique qu'on appelle K, peu importe, et dont je vous dis que pour une sphère, ce facteur géométrique, il est proportionnel au rayon de la sphère. Alors je vais illustrer ces forces de frottement visqueux ici alors j'espère, voilà, on a ici 3 colonnes de liquide. On a de l'eau à gauche, on a de la glycérine. C'est un liquide qui a un coefficient de viscosité qui est un petit peu plus élevé que celui de l'eau. Et puis on a aussi de l'huile avec un coefficient de viscosité qui est encore plus élevé. Donc on a 3 coefficients de viscosité différents. Et voyez ce qui se passe lorsque je retourne le système. Vous voyez que le liquide avec le coefficient de viscosité le plus faible permet une vitesse plus rapide de la bille et elle tombe donc plus rapidement. Dans la glycérine, ça tombe un peu plus lentement et encore plus lentement dans l'huile. Je refais l'exercice. Vous voyez que les vitesses d'écoulement sont différentes. Alors, ce que vous pouvez noter ici, expérimentalement, et qu'on va décrire pratiquement un petit peu plus tard, c'est que vous voyez que lorsque le système se met en route, eh bien la vitesse, si je prends la vitesse de cette bille, elle va augmenter sur une distance, mais vous voyez qu'à partir d'un certain moment, on peut considérer que la vitesse de la bille est à peu près constante. C'est ce qu'on appelle une vitesse limite et que nous allons décrire plus en détail dans les semaines qui suivent. Mais vous pouvez garder en tête cette expression, cette constatation expérimentale. Ce qu'il faut encore savoir sur la force de viscosité, c'est qu'on a fait un modèle, que ce modèle, il est valable pour des écoulements qui sont laminaires. Et donc un écoulement laminaire, c'est si je prends une petite particule de fluide, et que je regarde son trajet autour de l'objet en question. Alors, soit c'est l'objet qui se déplace dans le fluide, je peux aussi regarder ce qui se passe si je me mets dans le référentiel de l'objet et que le fluide passe autour. Et vous voyez que
le trajet ici serait quelque chose comme ceci. C'est ce que j'ai représenté avec ces lignes. Si je prends une petite particule de fluide qui serait juste à côté, eh bien, pendant toute l'évolution, la particule de fluide va rester à côté. Alors que si on augmente la vitesse d'écoulement du fluide autour de l'objet ou la vitesse de l'objet autour du fluide, eh bien, cette description, elle ne sera plus valable. On verra qu'il va apparaître des sortes de tourbillons qui iront un petit peu dans tous les sens. Et on décrit ceci en disant qu'on a un écoulement qui devient turbulent. Mais ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse ici. Nous, on va, pour la plupart des cas, se limiter à des forces de frottement qui sont proportionnelles à la vitesse dans un écoulement laminaire, tout en sachant que si vous avez par exemple une voiture, une voiture qui avance à une certaine vitesse dans le fluide que l'air forme, eh bien la force de frottement, elle est toujours égale à moins un facteur de proportionnalité fois la vitesse à faible vitesse, mais à haute vitesse, cette force de frottement, elle augmente et elle devient proportionnelle au carré de la vitesse. C'est pour ça que, je vous réponds tout de suite, c'est pour ça que, oui. Pardon ? C'est pour poser une question. Ah bah oui, alors je vous laisse poser la question. Je voulais savoir si du coup la force de frottement visqueux elle est directement liée avec la force d'Archimède. Non, la question c'était donc est-ce que la force de frottement visqueux est liée à la force d'Archimède ? Ce n'est pas tout à fait le cas. La force d'Archimède, c'est une force qui est liée à la variation de pression du liquide dans lequel l'objet se trouve. La pression, elle varie comme la hauteur. Et donc, si vous avez un objet qui a une certaine hauteur, la pression du liquide elle est plus grande en bas qu'en haut, et ça donne donc la force qu'exerce le liquide sur l'objet, elle a une résultante dans la direction verticale. Ça, c'est une force qui est avant tout d'origine gravifique, la force d'Archimède, alors que la force de friction, elle est liée au fait que si vous prenez le fluide et que vous regardez l'écoulement, eh bien, vous aurez vraiment des forces de frottement entre les différentes couches de liquide qui sont à côté de votre objet et qui doivent se déformer pour laisser passer l'objet. Donc ça, c'est vraiment des forces de frottement. D'accord ? Donc je disais que pour une voiture à grande vitesse, la force de frottement devient proportionnelle au carré de la vitesse, ce qui fait que c'est pour ça qu'en général la vitesse d'une voiture elle est limitée. À un moment donné, la voiture elle lutte essentiellement contre les forces de frottement qui sont liées au fluide. C'est pour ça que les voitures qui ont un bon coefficient de pénétration dans l'air, un bon CX, elles consomment moins d'essence. Voilà. Donc on aura des exercices qui vont traiter de cette force qui vont traiter de la force de frottement visqueux. Une force importante que j'aimerais introduire aujourd'hui, oui. Le cadre de la slide précédente, est-ce que c'est le volume ou ça n'a rien à voir? Alors il faut que vous criez parce que j'entends rien du tout. Le cadre de la slide précédente. Oui. Est-ce que c'est lié avec le volume ou bien on aura donné droit qui c'est ici? C'est quelque chose, c'est une grandeur qui est avant tout liée à la géométrie de l'objet, mais c'est plus, vous voyez que si je regarde, cette grandeur, elle n'est pas liée au volume de la sphère, elle est avant tout liée au rayon de la sphère. C'est une grandeur qui doit avoir une dimension de distance. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que expérimentalement, pour des objets de formes différentes, on va trouver un modèle pour cette grandeur K. On peut aussi la calculer, mais c'est plus compliqué. D'accord ? Voilà, dernière force dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est la force de rappel d'un ressort. C'est aussi une force qui est d'origine électromagnétique. Et là aussi, on va faire un petit modèle. Alors, voilà, donc je mets une autre caméra. Vous voyez que j'ai un ressort
qui a une certaine longueur, qui a une certaine forme, qui est dans un certain matériau. Et ce que je fais, c'est que lorsque je suspends, ce que je constate, c'est que lorsque je suspends un poids, eh bien, le ressort se déforme, il s'allonge, jusqu'à un moment où la force de pesanteur qui s'exerce sur le poids est opposée à la force de rappel exercée par le ressort aussi sur le poids. Ce qu'on voit expérimentalement, c'est que si je double le poids, je vais doubler l'allongement du ressort. Et donc, on en tire une loi que vous connaissez, que vous avez tous déjà vue, c'est que la force de rappel d'un ressort, elle est proportionnelle à la variation de longueur du ressort par rapport à sa position au repos, avec un certain facteur de proportionnalité que nous appelons K, qu'on appelle aussi la constante de rappel du ressort. Et donc la loi que vous avez très souvent vue, probablement, au gymnase ou au lycée, c'est que la force, c'est moins K fois X, où X, c'est la variation de position par rapport à la longueur au repos. Cette force, l'expression de cette force, elle est correcte, mais elle fait l'hypothèse que lorsqu'il n'y a pas de force, eh bien, votre système se trouve à la position X est égale à 0. Et moi, je vous propose une manière d'écrire la force de rappel d'un ressort qui est un petit peu différente, qui est peut-être un tout petit peu plus compliquée, mais qui a le grand mérite d'être totalement générale et qui vous permettra d'écrire n'importe quelle force de rappel d'un ressort de manière beaucoup plus simple. Et vous verrez que lorsque on regardera, par exemple, quelle est la force de rappel exercés par deux ressorts, ou bien qui sont en série, ou bien deux ressorts qui sont en parallèle, eh bien, ce sera beaucoup plus facile d'appliquer la formule telle qu'elle est écrite dans le carré jaune, qui dit que la force de rappel, elle est égale à un facteur K, donc moins un facteur K, fois la différence vectorielle entre la position à laquelle se trouve l'extrémité du ressort et la position x0 à laquelle l'extrémité du ressort se trouverait si elle n'exerçait pas la force. Vous voyez que c'est un petit peu compliqué, mais dans le cas que j'ai dessiné dessous, vous voyez que je prends un ressort qui a une certaine longueur au repos que j'appelle L, il est branché en un certain point, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'origine de mon repère à un endroit quelconque. Et ce que je fais, c'est que j'appelle x le vecteur qui décrit la position de l'extrémité du ressort s'il est en train d'exercer sa force. Et ce que je regarde, c'est aussi le vecteur x0. Donc ce que je fais, c'est que par la pensée, je coupe le ressort juste à l'endroit où il exerce sa force, et je regarde la position qu'il aurait s'il n'exerçait pas sa force. Et là, je me dis, voilà, il serait une position x0, et j'en déduis naturellement que la force de rappel exercée par le ressort dans cette position, eh bien, elle va comme moins k fois x moins x0, la variation de position par rapport au repos. Et l'avantage, le grand avantage de ceci, c'est que c'est quelque chose qui est valable même si le ressort est en compression, c'est valable si je mets l'origine de l'autre côté du tableau, si je la mets n'importe où, et donc on peut toujours appliquer cette formule. Et vous verrez que si vous faites l'effort de rajouter ce terme x0 et de, par la pensée, couper le ressort et voir où l'extrémité du ressort se trouverait, eh bien vous verrez que vous arriverez beaucoup plus facilement à exprimer la force de rappel du ressort dans n'importe quelle condition. Et je vous garantis que des fois, exprimer la force de rappel d'un ressort, ça peut être quelque chose de relativement compliqué à se représenter. Avec ça, c'est extrêmement... Je pense que je vais demander au préparateur de mettre un ressort là parce que... Voilà. Donc ça, c'est les forces que je voulais décrire aujourd'hui. Il y aurait encore une force, dont j'aurais pu vous donner la description. C'est la force d'Archimède, dont vous connaissez la forme. Donc la force d'Archimède, elle dit que
un tout corps qui est plongé dans un liquide subit une force qui est opposée à la pesanteur, qui va donc vers le haut, et qui est égale au poids du volume de liquide déplacé. Ça, je vous l'avais vu au gymnase, je ne vous le redis pas. Mademoiselle ? Alors, c'est pas voulu, mais je pense qu'elle est dans la dernière version du MOOC. Et si elle n'y est pas, je vais la mettre. Parce que jusqu'à présent, la slide arrivait un petit peu plus tard, et puis en fait, c'est une force fondamentale, je l'ai décrit maintenant.